Citoyennes, citoyens, bonjour. Aujourd'hui, on va plonger dans une image fascinante de l'observatoire Vera Rubin qui nous révèle une étrange structure autour de la galaxie M61. On verra ensuite que Blue Origin s'apprête à muscler fortement la New Glenn, qu'un booster Super Heavy vient d'être détruit en test, que l'alunisseur lourd européen Argonaut commence à prendre forme, et que la Chine s'apprête à mener une mission ultra ambitieuse avec Chang'e 7. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Si vous êtes comme moi, vous recevez régulièrement des mails et des coups de fil de centres d'appel douteux, si ce n'est pas carrément des arnaques, comme quelqu'un qui se fait passer pour votre banquier. En général, on ne tombe pas dans le panneau. Mais vous vous êtes jamais demandé comment ces personnes avaient eu votre numéro de téléphone ? Malheureusement, c'est de plus en plus facile. Nos coordonnées, on les donne volontairement sur des sites quand on fait des achats par exemple, et parfois elles finissent par être revendues, ou bien les sites qui les abritent se font pirater. C'est notamment pour faire face à ces dérives que l'Union Européenne a mis en place la RGPD en 2018. En gros, c'est une loi qui oblige les sites et les data brokers à supprimer vos données personnelles si vous en faites la demande. En théorie, c'est super cool, ça nous protège vraiment. En pratique, c'est très long et fastidieux. Il faut identifier qui a nos données, puis envoyer des mails de demande de suppression un à un. Après quoi, il faut idéalement faire un suivi et des relances. Personnellement, je ne connais personne qui s'embête à faire ça, même si c'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Heureusement, la solution existe avec le sponsor du jour, Incogni. Incogni est un outil qui s'occupe de tout ça à votre place. Il repère automatiquement les sites et les bases de données où vos informations circulent, envoie les demandes de suppression, puis vous avertit dès que vos données ont été retirées. C'est extrêmement simple et ça protège vraiment votre vie privée. Si par exemple je rentre mon adresse mail perso, je peux voir qu'elle a été enregistrée dans 139 bases de données. Il suffit de quelques clics pour demander à tout le monde de supprimer de la base de données mon adresse mail et quelques jours plus tard, je commence à recevoir des confirmations. C'est un exercice qu'il faut faire régulièrement. C'est assez incroyable de voir à quelle vitesse nos données se retrouvent à nouveau sur la toile après une suppression. Heureusement, Incogni propose un abonnement annuel pour faire tourner l'outil autant de fois que vous voulez. Personnellement, je m'en tiens à une fois par mois environ. Si cela vous intéresse, vous pouvez protéger votre vie privée dès maintenant avec Incogni. Il vous suffit de rentrer le code HUGOLISOIR qui vous offre 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Le lien pour en profiter est en description et en commentaire épinglé. Le télescope Vera Rubin a produit ses premières images l'été dernier, et il va maintenant permettre de faire entrer l'astronomie dans une nouvelle ère. Doté d'un miroir de 8,40 m et d'un champ de vision immense, il travaille avec une stratégie très particulière. Contrairement à James Webb ou Hubble, il n'y a pas de comité qui décide des cibles les plus intéressantes. La méthode d'observation de Vera Rubin est systématique. Le télescope essaye de photographier l'ensemble du ciel visible en continu. Toutes les quelques nuits, il revisite chaque coin de la voûte céleste, notamment pour voir si les choses ont changé. Avec une telle méthode, les découvertes se font un peu au petit bonheur la chance. On ne cherche pas à voir les transits d'une exoplanète avec des modèles tout prêts pour expliquer les résultats. Il faut fouiller dans les images produites à l'aide d'algorithmes de reconnaissance d'images et se laisser surprendre par ce qu'on y trouve. Les annonces qui seront faites avec les observations de Vera Rubin devraient donc être très larges. Elles pourront concerner le système solaire ou une galaxie lointaine. C'est dans cette direction que nous amène la première actualité de la semaine. Parmi les premières images produites par Vera Rubin, on peut zoomer sur cette galaxie. Il s'agit de la galaxie M61 qui appartient à l'amas de la Vierge. C'est une galaxie qui a été imagée un nombre incalculable de fois par une grande variété d'instruments. Et pourtant, Vera Rubin, grâce à sa sensibilité très particulière, vient de mettre en avant une structure que toutes les observations précédentes avaient loupée. Il s'agit de l'espèce de jet que vous voyez sur la partie droite de la photo. Il est absolument immense et s'étend sur plus de 160 000 années-lumière, la taille de la Voie lactée. Il s'agit d'un flux d'étoiles qui s'éloigne de M61. Les chercheurs qui ont fait la découverte pensent qu'il s'agit des restes d'une galaxie naine qui aurait été disloquée lors d'une rencontre un peu trop rapprochée. On trouve en effet quelque chose d'un peu similaire autour de la Voie lactée, le courant du Sagittaire. Il s'agit d'une structure qui s'enroule autour de notre galaxie sur un axe polaire.
Les étoiles qui la composent sont issues de la galaxie naine du Sagittaire, elle-même en train de se faire effilocher par la Voie lactée. Ce pourrait donc être un procédé assez similaire qui a donné naissance à ce courant immense et droit à côté de M61. La galaxie subit un épisode important de formation d'étoiles, et cela correspondrait plutôt bien à une rencontre gravitationnelle avec une galaxie naine. Cette découverte est en tout cas un excellent présage pour les capacités de Vera Rubin. Non seulement l'observatoire va permettre de révéler des événements transitoires grâce à sa stratégie d'observation étalée dans le temps, mais ses capacités sur une photo unique permettent déjà de mettre en avant des éléments qui échappaient à d'autres télescopes. Il nous reste à attendre les images et les découvertes des premiers relevés du ciel systématiques de Vera Rubin. Le télescope devrait permettre de découvrir de nombreux astéroïdes et comètes dans le système solaire, et peut-être même des objets interstellaires. La quantité de données produites est tellement grande que la NASA souhaite mettre le public à contribution. L'agence a ainsi créé le Rubin Comet Catcher Project, pour permettre à tout un chacun d'identifier de nouvelles comètes. Si c'est une chasse qui vous intéresse, je vous mets le lien en description. Blue Origin a signé un beau succès avec le second lancement de la New Glenn et la première récupération de son booster. L'entreprise va pouvoir accélérer la cadence et transformer la fusée en un vrai concurrent de la Falcon 9. Mais en plus de faire vite, Blue Origin veut également faire gros. L'entreprise a ainsi communiqué un plan inédit qui vise à développer une version beaucoup plus puissante de la New Glenn. Blue Origin se réfère à la version actuelle de la fusée par le nom New Glenn 7x2, car elle a 7 moteurs au premier étage et 2 au second. Cela lui permet d'envoyer jusqu'à 45 tonnes en orbite basse et 7 tonnes en injection translunaire. Le 20 novembre, l'entreprise a publié une mise à jour sur son site qui nous présente la New Glenn 9x4. La nomenclature reste la même et cela signifie donc que Blue Origin veut proposer une fusée avec 9 moteurs BE4 au méthane sur le premier étage et 4 moteurs BE3U à l'hydrogène sur le second, de quoi améliorer significativement les performances. En orbite basse, on passerait ainsi à 70 tonnes de charge utile et 20 tonnes en injection translunaire. L'entreprise ne précise pas si cela est possible avec ou sans la récupération de premier étage. Si c'est en mode réutilisable, cela signifie qu'on pourrait aller encore plus loin en acceptant de sacrifier un booster. Cette version 9x4 aura également le droit à une coiffe plus grande. Les deux versions de la New Glenn seront commercialisées en même temps pour répondre à un maximum de besoins. Blue Origin annonce pouvoir être capable de développer cette nouvelle version rapidement. L'entreprise met en avant un développement itératif où l'expérience de la 7x2 va permettre d'aller beaucoup plus vite. Bon, ils ne sont pas vraiment connus pour leur vitesse de développement, donc on attendra de voir. La question qui va être très intéressante, c'est est-ce que cette New Glenn 9x4 va arriver à temps pour pouvoir jouer un rôle dans Artemis ? Pourrait-elle constituer un lanceur pour Orion ou pour une version habitée du Blue Moon Mark 1 ? Permettrait-elle de se passer de ravitaillements orbitaux sur une nouvelle architecture ? Plein de questions qui méritent d'être posées, surtout que le calendrier américain va bientôt devoir faire face à la réalité. On rappelle qu'officiellement, Artemis 3 doit avoir lieu en 2027, avec le Starship pour atterrisseur et ses 10 à 15 ravitaillements orbitaux. Justement, de ce côté, il y a des nouvelles peu surprenantes. Politico, encore eux, a dégoté un document interne à SpaceX qui nous donne la feuille de route de l'entreprise. On y apprend que SpaceX compte réaliser le premier test de ravitaillement orbital en juin 2026. En cas de succès, la mission d'essai du Starship HLS imposée sur la Lune sans équipage aura lieu un an plus tard, en juin 2027. Après ça, Artemis 3 pourrait avoir lieu en septembre 2028. C'est un an plus tard que les plans officiels de la NASA. Ça ne surprendra personne et c'est à mon goût encore très optimiste. En novembre 2024, SpaceX nous disait que les premiers tests de ravitaillement orbitaux auraient lieu en mars 2025, ce qui ne s'est de toute évidence pas réalisé. Il y a donc de quoi rester sceptique quant aux dates annoncées. La marge d'un an seulement entre le premier ravitaillement orbital et la première mission lunaire me paraît particulièrement optimiste. Faire un ravitaillement et en faire 10 dans un temps limité, ce sont des exercices très différents. Pour assurer la cadence de lancement, il faut de sacrées infrastructures au sol, et peut-être un rythme de récupération et de réutilisation déjà important. Viser plutôt 2029 ou 2030 paraît déjà plus raisonnable, tout en restant diablement ambitieux. Si SpaceX prend trop de temps et que la New Glenn 9x4 rend possible un alunisseur lançable avec une seule fusée,
Je ne serais pas étonné de voir la NASA changer son fusil d'épaule avec même Isaac Mann aux commandes. Pour ne rien arranger à l'affaire, SpaceX vient de détruire son tout dernier prototype de Super Heavy. Le 21 novembre au matin, le booster 18, le premier représentant de la V3 du véhicule, a été détruit lors d'un test de routine. Des images de l'app Padre montrent une explosion ou une implosion au niveau des réservoirs d'oxygène dans la partie basse. Les plans qui nous sont parvenus les jours suivants attestent que le booster est définitivement perdu, ce qui risque de mettre encore une fois SpaceX en retard. Chaque changement de version majeure est accompagné de difficultés techniques. Les premiers prototypes du V2 ont eu un taux d'échec plus élevé que les derniers prototypes de la V1. Et il ne serait pas étonnant que la V3 suive le même chemin. D'une certaine manière, c'est normal. C'est la méthode itérative de SpaceX qui leur a permis d'atteindre la place qu'ils occupent aujourd'hui. Seulement, il y a maintenant une contrainte de calendrier qui n'existait pas à l'époque du développement de la Falcon 9. Il faut réussir ces développements itératifs très rapidement à cause de l'importance du Starship dans Artemis. D'une certaine manière, avoir remporté ce contrat du Starship HLS est à la fois un avantage et un inconvénient pour le développement du vaisseau. Côté atterrisseur lunaire, l'Europe se met également en ordre de marche. Depuis quelques années, le programme Argonaut fait son chemin. L'atterrisseur lunaire lourd européen, ou EL3 comme il s'appelait auparavant, a été confié en début d'année à Thales Alenia Space. La co-entreprise franco-italienne a reçu un chèque de 862 millions d'euros pour mettre au point cet impressionnant véhicule. Argonaut fera 4,5 mètres de diamètre pour 6 mètres de haut et devrait pouvoir poser jusqu'à 1,5 tonne à la surface de notre satellite. Il pourra être lancé par une Ariane 64 à partir de 2030. Il permettra alors d'acheminer du fret jusqu'à la surface de notre satellite, mais pas d'équipage. Il reste trop léger pour une telle tâche. Sa première mission apportera des équipements de communication et de navigation sur la Lune. L'atterrisseur servira par exemple de point de référence à la constellation Moonlight, qui permettra de faire de la navigation par satellite et des télécommunications à la surface de la Lune. Pour faire avancer son développement, Thales Alenia Space vient de sélectionner ses partenaires. L'entreprise travaillera avec les Norvégiens de chez Nammo et les Allemands de chez OHB pour mener à bien ce développement. Espérons qu'il connaîtra un chemin un peu plus tranquille que ses homologues américains. Toujours sur le même thème, il y a un équivalent plus lourd d'Argonaut qui est bel et bien arrivé au bout de son développement. C'est le Blue Moon Mark I de Blue Origin qu'on évoquait un peu plus tôt. Il doit faire son premier vol l'année prochaine et l'entreprise américaine nous a gratifié dernièrement de quelques photos du prototype qui va voler. C'est un véhicule imposant et très haut, 8 mètres de haut pour 3 mètres de diamètre, ce qui doit lui permettre de poser le double d'Argonaut sur notre satellite, 3 tonnes. S'il réussit cette première mission, on pourrait voir une version musclée, exploitant peut-être les capacités de la New Glenn 9x4 et transformée en atterrisseur habité. Si SpaceX ne parvient pas à accélérer le développement du Starship, l'idée pourrait être de plus en plus séduisante pour la NASA. D'ici là, on attend évidemment Artemis 2 qui est prévu pour février 2026, ce qui commence à devenir très proche. La NASA a probablement été ralentie par le long shutdown gouvernemental, il y aura donc peut-être un peu de retard. Pas le droit à l'erreur cette fois-ci, il y aura 4 membres d'équipage à bord. Quel que soit l'état d'avancement d'Artemis 3, Artemis 2 promet un spectacle extraordinaire et la chance de voir enfin des humains franchir à nouveau la frontière de l'orbite basse. On sera au rendez-vous et on essaiera de couvrir la mission d'aussi près que possible. Peu après, autour de l'été 2026, ce sera à la Chine de lancer la mission Chang'e 7. Et oui, Pékin ne compte pas rester inactive en attendant sa première mission habitée. Chang'e 7 sera l'atterrisseur lunaire le plus ambitieux du pays à faire le voyage. Il devrait se poser au niveau du pôle sud, à proximité du cratère Shackleton, avec une ribambelle d'expérience, un rover et un drone sauteur. Leur mission consistera à chercher de la glace d'eau, des ressources utilisables et à caractériser l'environnement pour préparer l'arrivée des humains. Le rover est basé sur le même design que Yutu-2, il pourrait donc rester actif à la surface pendant des années. On surveillera de près les résultats du drone sauteur. Équipé de micropropulseurs, sa tâche consistera à descendre dans les cratères qui n'ont jamais été exposés à la lumière du soleil, pour faire fonctionner son unique instrument, un détecteur de molécules d'eau. L'orbiteur et l'atterrisseur de la mission comporteront également des instruments fournis par les partenaires internationaux de la Chine. Et surprise surprise, on retrouvera un instrument conçu aux États-Unis, qui a trouvé sa place sur la mission à travers un partenariat avec une université hongkongaise. Comme quoi, tout est possible.
Et voilà qui boucle notre épisode d'actualité pour cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 60% de réduction sur l'abonnement annuel Incogni en passant par le lien qui est en description, ou avec le code HugoLisoire. Si ça vous intéresse, ça se passe en description sous la vidéo. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos questions et remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Et vous pouvez également consulter la description pour retrouver nos sources. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.